Alexandre Antonienko, on peut l'applaudir, il arrive à l'instant. C'est notre premier intervenant, premier conférencier. Alors, je vais juste tourner un peu ça parce que j'ai très peu de retour pour vous. Si on peut monter un petit peu mon micro, le mien, hein, parce que l'autre là-bas il marche. Voilà. On t'entend, hein? On t'entend On m'entend bien. Ouais. On m'entend bien. Ok. Alors, Alexandre Antonienko est expert en neurosciences et sciences cognitives. Que sont les neurosciences? Il va vous le dire dans un instant. Moi, j'ai regardé la définition, ensemble des disciplines étudiant le système nerveux. Exact. Et Alexandre va tenter de répondre aux questions suivantes, mais il va en évoquer d'autres parce qu'il est là pour un petit moment. Je dois préciser que 4 heures. 4 heures. Ouais. La conférence suivante, notre intervenant ne pouvant pas être là, il a accepté d'être un petit peu plus long. Donc, il a le temps qu'il veut. Comment notre cerveau fait-il la différence entre le réel et le virtuel? Comment s'adapter à la transformation numérique au quotidien? Comment évoluerons-nous demain dans le métavers? Ce sont quelques-unes des questions et des points qu'il va évoquer. Moi, je vous laisse, Alexandre. Bonne conférence. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis voilà, je suis ravi d'être là devant vous aujourd'hui parce qu'effectivement, on va prendre le temps de parler d'un sujet qui est lié à la cybersécurité, mais on va parler d'une autre forme de cybersécurité, vous et moi. Je vais évidemment revenir vers vous et je vais aussi un peu vous interroger. On va parler d'une cybersécurité plus dans votre tête, c'est-à-dire ce qu'il y a entre vos deux oreilles, parce que lui aussi, il est concerné par le sujet. Et donc déjà, à main levée, j'aimerais savoir, parce que j'ai quelques étudiants et je vais en profiter. À main levée, vous, est-ce que vous pensez que le cerveau, il est fixe et que dans sa structure, il ne peut pas changer? Levez la main ceux qui pensent que c'est vrai. Déjà, c'est bien. Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Deuxième question. Selon vous, levez la main, entre qui selon vous, passe à peu près 1 heure sur les écrans par jour? Allez, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, 6? Non. Allez, 10 heures devant l'écran. Ok, très bien. Bon, parfait. Déjà, merci pour votre honnêteté, j'adore. Donc effectivement, on va parler d'un sujet qui est, vous allez voir, en tout cas, je vais essayer d'être le plus passionnant possible et le plus interactif possible, parce qu'on va passer une grosse heure et demie ensemble. Et l'idée, c'est de vous faire comprendre un petit peu ce qui se joue au niveau du digital, du numérique, et surtout de la structure et du fonctionnement de votre cerveau. Alors, tout à l'heure, il y a eu une introduction sur mon sujet qui était l'introduction que je suis un expert en neurosciences. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, moi, Alexandre Antonienko, j'ai fondé un institut de recherche sur Montpellier qui s'appelle l'Institut Alpha. Et au sein de l'Institut Alpha, ce qu'on fait au quotidien avec l'équipe, c'est qu'on fait de la recherche à travers différents laboratoires, privés ou publics, et qu'on étudie 2 choses. Le fonctionnement du cerveau et sa structure, et ce qui se passe en termes de comportement. C'est-à-dire, par exemple, je prends la parole en public, dans mon cerveau, il y a plein de connexions qui se passent en ce moment, et ça induit certains comportements. Si j'étais dans un état de stress, peut-être qu'il y aurait des comportements que vous pourriez observer qui sont la bouche pâteuse, les mains qui sont comme ça, vous voyez. Donc il y a tout un tas d'effets entre ce qui se passe dans le cerveau et vos comportements. Et évidemment que le digital, il va avoir un effet sur ce qui se passe dans votre cerveau. D'accord? Donc on verra ce que ça va induire comme comportement. Donc les neurosciences, c'est un vaste sujet, mais les neurosciences, c'est quoi? C'est la neuroscience sans S, c'est l'étude des neurones. C'est aussi simple que ça, on étudie les neurones et leur fonctionnement. Les neurosciences, il y a beaucoup plus de disciplines. Dans les neurosciences, vous avez la neurobiologie, la neurocartographie, vous avez tout un tas de disciplines qui étudient le cerveau et notamment aussi le cerveau face au digital. On va en parler tout à l'heure. La réalité virtuelle notamment est très étudiée aujourd'hui par les neurosciences parce qu'il y a plein de choses super intéressantes à faire. D'accord? Il y en a qui sont déjà un petit peu dans la réalité virtuelle ou pas? Dans la VR? Il y en a qui pratiquent un peu ou pas? Ouais? Genre, tu t'entraînes un peu déjà vers le méta ou pas? Ouais? Ok, cool. Et à main levée, ceux qui veulent déjà partir dans une filière du digital, il y en a un peu? Ok, ferme la porte, il ne faut pas qu'ils sortent. Ok, donc on va parler de la réalité virtuelle, on va parler de 3 choses. On va parler du numérique général, hein, des écrans, de l'arrivée du numérique, de la transformation numérique, ce que c'est, ce que ça impacte. On va parler de la réalité virtuelle et on va parler des réseaux sociaux à la fin, si vous avez des questions là-dessus. D'abord, j'aimerais qu'on commence à faire une petite analogie très sympa. À votre avis, quelle a été la première fois où pas votre cerveau, mais notre cerveau en tant qu'être humain a été modifié dans sa structure? Ça date d'il y a à peu près 1,5 million d'années. Quel a été l'élément dans notre environnement qui a modifié la structure du cerveau de l'être humain? À votre avis, lequel? Non, c'est pas l'arrivée du foot, c'est pas ça. Ça commence par F aussi.
C'est exactement ça, c'est l'arrivée du feu. Il y a 1,5 million d'années, l'être humain découvre le feu. Qui a dit le feu? Ah, super. Je vous offre un café tout à l'heure. Donc effectivement, l'arrivée du feu, ça a profondément marqué et changé la structure du cerveau humain. Alors à l'époque, on ne ressemblait pas vraiment à ce que vous ressembliez, quoique, peut-être pour certains. Mais à l'époque, effectivement, quand le feu est arrivé, eh bien, l'arrivée et la découverte du feu a permis déjà de faire une chose, c'est de cuire les aliments. La cuisson des aliments a permis à notre cerveau d'avoir un apport d'assimilation et donc d'éléments, notamment d'oligo-éléments et de structures au niveau de, je vais y arriver, au niveau de la nourriture, qui ont permis d'assimiler plus facilement certaines substances et donc un développement du cerveau plus à l'avant. On a eu un cerveau qui s'est développé, retenez bien, parce que tout à l'heure je vais y revenir, beaucoup plus à l'avant du cerveau, dans le cortex préfrontal, dont je vais beaucoup parler aujourd'hui. L'arrivée du feu, elle a aussi permis de sécuriser l'être humain, parce qu'à l'époque, quand vous étiez dans votre caverne ou dans votre grotte, le feu il a quand même permis d'assurer la sécurité la nuit et de gérer des déplacements. Donc on a aussi des zones de la sécurité qui se sont apaisées, d'accord, notamment l'amygdale dont on va parler tout à l'heure. L'être humain s'est senti plus en sécurité. Jusque-là, tout va bien, vous me suivez? Vous me dites si je vais trop vite. Le feu a permis tout un tas d'autres choses, et notamment aussi le lien à la tribu. On s'est retrouvés autour du feu de camp, d'accord? Et ça a créé dans notre cerveau un lien très social. C'est pour ça que les réseaux sociaux savent exactement comment votre cerveau fonctionne, parce que ça remonte à l'arrivée du feu, en fait, en réalité. Bon, ensuite, il y a eu une deuxième grande évolution de votre cerveau, à peu près 1 million d'années plus tard, voire même 1,5 million années plus tard. C'est quoi la deuxième chose qui est arrivée dans le monde de l'être humain et qui a changé, à votre avis, la structure du cerveau? La quoi, t'as dit? Alors, la culture, oui, mais plus précisément, oui, exactement. Un point de plus pour ton diplôme de fin d'année. Je ne sais pas si tu es en diplôme, en quelle année tu es? Ah ouais, bon, tu attendras un peu, mais je dirais à tes profs qu'ils te mettent un point de plus. Ok, l'écriture, c'est pareil. L'écriture, quand on a mis en place et que l'être humain a commencé à écrire, les premières tablettes sumériennes et autres, eh bien, l'écriture a profondément marqué le fonctionnement de votre cerveau, en tout cas du cerveau de l'être humain, dans certaines zones particulières. Notamment ce qu'on appelle l'ère de Wernicke, c'est-à-dire l'écriture et la lecture. Okay, donc si vous savez aujourd'hui faire ce que vous savez faire en termes de lecture et d'écriture, c'est aussi grâce à ça. Troisième chose qui a changé profondément le cerveau, à votre avis, on est au cœur du sujet aujourd'hui, le digital. Okay. L'arrivée du digital a profondément marqué, et aujourd'hui toutes les recherches le démontrent, et notamment grâce à tous les IRM qu'on peut faire. Un IRM, c'est quoi? C'est une machine où on va un petit peu voir le fonctionnement de votre cerveau. Et le digital a profondément marqué votre fonctionnement et votre structure. Et là, pour le coup, vous êtes concerné. Mais il y a une petite différence quand même. C'est qu'entre le feu et l'écriture, je vous l'ai dit, il y a à peu près 1,5 million d'années. Entre l'écriture, il y a moins 5000 ans avant notre ère, et le digital, il y a quelques milliers d'années. Mais entre le digital et l'intelligence artificielle, il y a à peu près 20 ans. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, qui arrive sur le milieu là, du digital, elle est déjà en train de modifier votre structure. À votre avis, à quel niveau est-ce que l'intelligence artificielle va modifier notre cerveau? Notamment ChatGPT. En une année, enfin ChatGPT, ça date de quoi? Même pas 6 mois. Vrai ou pas? En 6 mois, si on mettait votre cerveau il y a 6 mois dans un IRM, et il y a maintenant, si on prend un utilisateur de ChatGPT maintenant, son cerveau, il a déjà changé. À votre avis, dans quel domaine? Dans quel... Vas-y. Exactement. La réflexion et l'intelligence. Parce que du coup, jusqu'à présent, le digital, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait remarqué que dans le cerveau, on avait délocalisé juste, surtout en tout cas chez l'être humain, la mémoire. Le digital nous avait aidé à délocaliser notre mémoire. On se servait du digital pour clouder la mémoire. Donc on a des zones du cerveau qui, depuis 20 ans, notamment des zones de la mémoire, ont commencé à se déconstruire. Bon. On parlera aussi des écrans tout à l'heure, mais en tout cas, je vais essayer d'être positif dans cette conférence. Je vais essayer. Mais l'intelligence artificielle, en l'espace de 6 mois, elle a déjà changé la structure du cerveau de l'être humain. Parce qu'on voit que on délocalise non plus notre mémoire, mais notre intelligence. On demande à ChatGPT de faire les choses à notre place. Notamment les plans de... voilà. Moi, j'ai fait toute cette conférence, c'est ChatGPT qui l'a faite, en fait. J'ai rien fait, moi. Je fais que répéter ce qu'il m'a dit. OK. Donc vous avez compris qu'en fait, effectivement, le cerveau, il est plastique. Et qu'en fonction de notre environnement, notre cerveau, il va changer sa structure. Jusqu'à présent, la structure du cerveau...
C'est quel point? Ça marche pas. Le digital marche pas. Au secours. Ah si, ça y est. C'est bon. Donc vous voyez, c'est... Voilà. Ok, j'avais fait un super slide pour l'expliquer, mais en tout cas, en quelques dizaines d'années, on a un profond changement de structure. Donc ça veut dire que le digital, il y a ce qu'on appelle des enjeux et des défis aujourd'hui. Il y a vraiment des enjeux importants. Ok, en quelques années, notre cerveau, on le sait, il va changer sa structure. Pour le bien ou pour le moins bien. Ça va dépendre de vous et surtout de votre génération aussi. Parce que la mienne, on n'est pas né avec le digital. Moi, j'ai connu l'arrivée du digital. Moi, j'ai connu mon père qui était agriculteur, il avait des brebis laitières. Et j'ai connu la transformation fromagère, mais j'ai aussi connu la transformation numérique chez mon père. Et donc, avec l'arrivée des besoins digitaux au niveau de l'agriculture, et mon père n'était pas prêt du tout. Il n'était pas du tout dans ce monde-là, en fait. Pourtant, aujourd'hui, l'agriculture, elle s'est transformée au niveau du digital. On n'a plus la même agriculture qu'on avait avant. Et tant mieux, parce qu'on a gagné du temps, on a gagné en performance. Mais la transformation numérique, c'est un enjeu extrêmement important. D'accord? À votre avis, s'il y avait, allez, on va prendre 3 grands critères, parce qu'il y en a plein, mais on va prendre 3 grands critères que la transformation numérique a permis de faire changer dans notre monde. À votre avis, ce serait quoi ces critères? Qu'est-ce que la transformation numérique, l'arrivée du numérique a permis de modifier dans notre environnement et dans notre fonctionnement? Ouais. La communication? Un point de plus aussi pour ton diplôme. Parfait. Exactement, notre mode de communication a profondément changé. On ne communique plus de la même manière. Maintenant, on communique en emoji, quoi. Ding. Okay, on ne sait plus vraiment communiquer et on va en reparler. En tout cas, la communication a changé. Quoi d'autre? Les 3 commencent par C, c'est facile. 1, la communication. 2, nos capacités de production et de capacités de vivre en tout cas mieux grâce au digital. D'accord? Quand à l'époque on avait nos voitures qui n'étaient pas équipées de digital, eh bien, c'était plus difficile de trouver son chemin qu'aujourd'hui. Donc la capacité d'améliorer la vie, ça fait partie aussi des choses que le digital apporte. Okay, et la 3e chose, c'est nos compétences. On a des compétences aujourd'hui grâce au digital qui sont évidemment meilleures. Ça, c'est les points positifs. Cette transformation digitale, elle a aussi des points qui sont moins positifs. On va les aborder parce que j'aimerais juste, tout à l'heure, on fera un petit tour rapide à la fin de la conférence sur ce que vous avez retenu, mais j'aimerais juste que vous compreniez une chose, c'est que vous êtes des acteurs forts de cette transformation numérique, parce que moi, je m'y suis adapté, vous, vous êtes nés avec. Et donc, vous n'avez pas connu, entre guillemets, ce qu'il y a eu avant. Et moi, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur ce qu'il y a eu avant, vous et moi, parce que j'aimerais qu'on fasse une petite distinction extrêmement importante. Et là, pour le coup, j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs, parce que je pense que, je reviendrai à ça tout à l'heure, j'aimerais qu'on fasse juste un petit point là-dessus. Je reviendrai au slide d'avant. Je vais faire un petit pas de côté dans cette conférence pour vous expliquer quelque chose d'un peu décalé. Ok ? Vous voyez, j'ai mis une planète avec un peu des arbres et de l'herbe. À votre avis, cette planète, comment est-ce qu'on l'appelle en termes techniques? On l'appelle, je vais vous le dire, je vous demanderai après, mais on l'appelle la géosphère. Pardon, ouais, la géosphère, c'est ça. La géosphère, d'accord, c'est notre planète. La géosphère, c'est l'ensemble de la géologie de la planète. Sur cette géosphère, il y a vous, qui vivez dessus, et des animaux. Ça, on l'appelle comment, à votre avis? Vous l'avez appris ou pas? Comment est-ce qu'on appelle les êtres vivants qui vivent sur la planète, sur la géosphère? Exactement, la biosphère. Sur la planète Terre, vous avez la biosphère. C'est vous. La biosphère, c'est les êtres biologiques vivants sur la planète. Au-dessus, vous avez sans doute entendu parler de l'atmosphère, la stratosphère et la ionosphère. Ça vous parle ou pas? Donc en fait, imaginez ici, là, imaginez dans votre esprit, si c'est possible, imaginez une grosse boule qui représente la planète Terre. Autour de cette boule de la planète Terre, il y a donc vous, la biosphère. Au-dessus, il y a la stratosphère, la ionosphère et tout ce que vous voulez, avec la couche d'ozone. Donc ça fait plein de cercles comme ça concentriques. Okay, et ce qui est très intéressant, c'est que les découvertes en anthropologie, en neurosciences, et dans toutes les études humaines ont permis de découvrir qu'en fait, nous, êtres humains, on a développé, grâce à notre intelligence, une autre sphère. Juste au-dessus de la biosphère, il y a une autre sphère qui tourne autour de nous, comme ça, qu'on appelle la noosphère. C'est quoi la noosphère? Noo, en latin, ça veut dire connaissance. Donc nous, avec notre intelligence, on a développé des connaissances. L'écriture, l'intelligence, l'art, la culture, plein de choses. Donc on a créé ce qu'on appelle une noosphère. Chacun de vous, vous êtes connecté, entre guillemets, à cette noosphère et vous avez accès à de la connaissance. Et grâce à cette connaissance et cette noosphère, on a développé une dernière sphère qu'on appelle la technosphère. La technosphère, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le digital, le numérique. Et la planète Terre, et du coup, elle est
entouré de cette technosphère. Et donc, il y a tout un réseau qu'on pourrait... vous savez, on a tous vu cette image, en fait, d'une planète représentée avec des connexions. Vous avez déjà vu ça? Ben, ça, c'est la technosphère. Bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue. Maintenant, ce qui se passe. À votre avis, c'est quoi l'enjeu, finalement, quand je vous parle de ça? C'est quoi l'enjeu entre la biosphère, la noosphère et la technosphère? L'être humain, il est... Ça y est. L'être humain, d'où il vient, d'où il est nourri, de quoi il est né? De la biosphère, en tout cas de la géosphère, de la Terre. Okay, ce qui fait qu'on a un lien fort avec la planète, et maintenant on a un lien de plus en plus fort avec la technosphère. L'être humain navigue entre la géosphère et la technosphère. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre, parce que les deux sont complémentaires. Mais plus on va donner d'efforts et d'appui à la technosphère, plus ça va coûter à la géosphère. Parce que les terres rares et tous les besoins nécessaires au développement du numérique, ils viennent de la planète. Donc il y a vraiment pour vous aujourd'hui, et dans le cybersécurité comme dans le numérique, un enjeu très important dans l'équilibre entre cette technosphère qui est devenue indispensable et qui va ne faire que croître, et les besoins et les ressources au niveau de la géosphère et de la biosphère. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que j'en ai vu qui étaient comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc il y a un enjeu qui est très important, qui est le premier, qui est celui-là. C'est-à-dire que vraiment, on est des êtres biologiques, on est des êtres qui sont nourris par une planète, et on a développé une connaissance, une intelligence et une technosphère qui aujourd'hui nous apporte évidemment des choses intéressantes, mais vous allez voir que ça joue énormément sur notre biologie à nous. Okay, donc j'aimerais qu'on commence, on va avoir on a vu un petit peu les défis, j'ai d'autres défis que j'aimerais vous aborder avec vous, mais j'aimerais qu'on commence à parler de ça. J'ai relevé dans mes études 4 grands dangers. Alors c'est facile à retenir et j'aimerais que vous les reteniez parce que vous êtes tous concernés par ça. Il y a 4 grands dangers qu'il va falloir éviter au quotidien et je vous donnerai plein de clés tout à l'heure pour les dangers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le déluge digital. À votre avis, c'est quoi? Je vous ai mis une petite phrase, évidemment pour que vous trouviez, mais c'est quoi le déluge digital? Exactement, c'est qu'en fait le numérique, sachez une chose, c'est que vous êtes né, grosso modo, en quelle année vous êtes né? 2005? 2006? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Il y en a qui sont nés avant 2000? Ah, oui, non mais voilà, ok. Vous n'avez pas connu la Coupe du Monde de 98? C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui pour nous, en fait, moi qui suis né en 81, être né après 2000, c'est un truc, c'est un concept pour moi, par exemple. Et pourtant vous êtes là. Ok? Mais c'est vrai, en fait, en soi. Bon, bref, tout ça pour dire que depuis les années 2000, parce que le digital, moi je l'ai connu dans les années 2000. D'accord? Avant, on commençait à voir les esquisses d'Internet et on avait ces gens qui disaient ça marchera pas, c'est n'importe quoi ce truc, machin. On avait les esquisses. 90, vous voyez, ça a commencé là. 2000, ouais, j'ai eu mon premier PC en 2000, donc j'ai commencé à voir ce que c'était que vraiment le digital. Avec un premier jeu vidéo dont je me rappellerai toujours, qui était Tomb Raider. Vous avez connu Tomb Raider? Ok. Il y en a qui jouent à Tomb Raider? C'est bien. Parfait. Et en fait, depuis les années 2000, ce qu'ont remarqué les études, c'est que tous les 7 ans, écoutez bien, tous les 7 ans, 2000, 2007, 2014, 2021, et ça va continuer, tous les 7 ans, la noosphère, elle double de volume. C'est-à-dire que la connaissance du monde, elle double. Tous les 7 ans. Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire que si je prends 1, ça va faire 2, puis 4, puis 8, comme les mégaoctets, puis 16, puis c'est bien. Parfait. Exactement. Comme les mégaoctets, en fait, la connaissance du monde, grâce au digital, elle est en train de doubler tous les 2 ans. Ce qui veut dire que votre cerveau, il n'a, écoutez bien, jamais reçu autant d'informations au quotidien, à travers les réseaux sociaux, les médias, la télé, la radio, les journaux, les conférences. Vous êtes bombardé d'informations. Vous avez déjà remarqué ça? Donc ça, c'est le déluge digital. Tous les 7 ans, vous allez recevoir de plus en plus d'informations. Rien qu'une étude a été faite sur les données digitales publicitaires. Vous recevez, en termes de sollicitation publicitaire, à peu près 12 à 16 000 données publicitaires par jour. Et votre cerveau, il les capte. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai déluge d'informations et vous allez voir que ça a une vraie conséquence pour vous. D'accord? Le déluge digital, c'est le facteur numéro 1 de stress chez l'être humain. Facteur numéro 1. Il y a tellement d'informations que notre cerveau il est plus capable de traiter en fait. C'est pas possible. Donc il y a un niveau de stress qui augmente. Deuxième point, la distraction digitale. Il y en a qui
Leur notification depuis tout à l'heure, depuis que je parle ou pas? Vous avez coupé votre portable? Sérieux? Allez, je vous crois pas. Allez, chaud. Trop fort. Attends, je t'ai vu. Distraction digitale. C'est tiding. Quoi? Vous savez, en ce moment sur TikTok, on voit ces animaux, ces chiens qui font. Vous avez vu ça? Vous avez pas vu ça? Ah, sérieux, c'est pas la peine d'être né en 2005 pour pas avoir vu ça. C'est un téléphone qui sonne et t'as un chien qui fait. Et donc toutes les 5 minutes, en fait, votre portable vous appelle. Eh oh, je suis là. Eh oh, je suis là. Donc il y a une vraie distraction qui vient du numérique, alors des réseaux sociaux certes, mais qui vient aussi de ce déluge d'informations et notre cerveau est préoccupé sans cesse par l'information qui arrive. Vous me suivez toujours? C'est bon pour vous? Ça vous parle la distraction digitale? Il y en a qui se sentent pleinement concentrés dans la journée ou pas? Moi perso, à mon niveau, je me sens pas pleinement concentré. Hein. Ok? Pour vous dire une chose, hier j'étais en conférence aussi pour une école et j'avais oublié d'éteindre ce truc-là. Et en fait, j'étais en train de parler et toutes les 2 secondes, et toute la conférence, ça fait parce que j'avais quelqu'un qui s'amusait à me foutre, un ami qui s'amusait à me foutre des messages. Et ça a vibré et en fait, j'étais pas du tout concentré à ma conférence. Donc, je ne peux pas vous garantir qu'une chose, c'est quand je suis arrivé là ce matin, j'ai éteint la montre. Elle ne marche plus. Okay. Donc, on a le déluge, on a la distraction. On a aussi la démence digitale. La démence digitale vous concerne aussi également, à votre avis. Alors, je vous l'ai mis. Perte de communication sociale, certes, mais il y a autre chose. C'est que si je vous dis 1515, vous pensez à quoi? Répondez pas, les anciens. Ceux qui font partie de mon clan. 1515. Qui a répondu? C'est bien. Génial, un point de plus. Nous, à notre époque, on apprenait par cœur. C'est-à-dire que toutes les données étaient apprises par cœur. Donc, c'est-à-dire que notre cerveau avait créé des connexions mnésiques. C'est-à-dire qu'on avait créé des connexions vers la mémoire. Ce qu'on remarque dans les études, c'est que votre génération, je ne dis pas tout le monde, mais votre génération, elle ne crée plus des connexions mnésiques, elle crée des connexions sur où aller chercher l'information. Et c'est ce qu'on appelle la démence. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle génération ne crée plus un apprentissage par cœur, mais un apprentissage du lien vers, ou en tout cas de la méthode pour aller chercher l'information. Okay. Si, par exemple, vous avez appris à aller chercher 1515 à travers Google ou à travers un réseau autre que Google, vous allez retenir ce réseau-là et pas l'information. Donc c'est ce qu'on appelle la démence. La démence aussi, elle est due au fait qu'on ne sait plus communiquer. Et qu'aujourd'hui, cette démence, elle amène justement à un problème de sécurité et à un problème d'harcèlement. La démence digitale, c'est que le harcèlement, il est devenu super facile. C'est facile de te harceler sur les réseaux. En vrai, c'est facile. Je t'ai pas en face. Je suis à travers l'écran, c'est super facile de te harceler. La démence digitale, c'est ça. Ok? C'est pour ça que quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, à ton pote, il vaut mieux lui dire en face. C'est plus compliqué, mais ça passe mieux. Et ouais. Et du coup, on n'est plus dans le harcèlement, en fait. Ok? Dernière chose, la déduction digitale. Et alors ça craint. Parce que dans les périodes Covid et dans tout ce qu'on vient de traverser au niveau sanitaire, on a vu ça dans les études de plus en plus, cette déduction digitale. On prend nos décisions non plus entre ce que nous, on pense être juste pour nous-mêmes et par la propre réflexion qui est la nôtre, mais parce qu'on voit sur le digital, sur les réseaux. Okay. Et donc le digital et les réseaux vont vous donner toutes les informations toutes crues pour que vous puissiez prendre votre décision. Okay. Ou en tout cas suivre un courant ou suivre un groupe, qu'importe. Donc on a 4 dangers qui sont importants pour vous au quotidien, d'accord ? Je pense sincèrement que si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Parce que ce déluge digital, il surinforme ce fameux cortex préfrontal dont j'ai parlé, et j'y reviendrai tout à l'heure. Le feu a permis à l'être humain de développer un outil juste magique dans le cerveau, le cortex préfrontal. C'est une zone qui est toute petite, je vous montre. Si mon bras, c'est ma colonne vertébrale, le pouce, c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral. C'est celui qui gère la survie. Au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle une deuxième zone qui est le système limbique qui va gérer les émotions. On va en reparler aussi. Et puis au-dessus de ça, il y a ce fameux cortex qui est venu se développer bien plus tard et qui fait partie de l'intelligence de l'être humain. Et bien plus tard, il y a eu tout à l'avant du cortex, ici, là, le cortex préfrontal. Grâce au cortex préfrontal, vous êtes capable de raisonner, d'avoir une logique, d'être tempérant, d'avoir de l'empathie, d'être créatif. Tout ce que l'être humain a créé comme produit et comme magnificence, c'est grâce au cortex préfrontal. Sauf que plus le cortex préfrontal reçoit d'informations, parce que c'est lui qui capte d'abord l'information, et plus il est en saturation, et donc il crée un état de stress permanent. Et quand le cortex préfrontal est en stress, il a tendance à réduire son volume. Donc c'est un peu dommage.
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est qu'on voit des personnes dans des IRM. Entre 2000 et 2023, on a des êtres humains à qui le cortex préfrontal est en train de réduire. Et il y a une augmentation du volume de l'amygdale et du fameux tronc cérébral qui est l'augmentation du stress. Donc c'est un peu dommage parce que le digital a certains effets qui sont négatifs et néfastes qu'il faut éviter évidemment. Donc si, tout à l'heure, à la fin de la conférence, je vous demande les 4 D, vous saurez me les donner. Ouais, facile. Ah, ok. Donc il y a des dangers et il y a des défis, et après on abordera ensemble ce qui se passe dans votre cerveau. Il y a des défis qui sont importants, il y en a 2 que j'aimerais vous partager. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'économie de la consommation et l'économie de l'attention? La différence? Vous êtes acteur et consommateur surtout, parce que le digital, il touche 3 grands piliers. Le digital, il touche les pouvoirs publics et la mission que les pouvoirs publics ont au niveau justement du public. Il y a l'entreprise qui est génératrice ou consommatrice de digital, et il y a le consommateur à la fin, toujours. Et jusqu'à présent, le consommateur, il était dans une économie de la consommation, il consommait des produits ou des services. Et là, on est en train de basculer dans une autre économie, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Ce qui m'intéresse, moi, dans mon entreprise, par exemple, qui produit du digital ou qui vend ou qui développe du digital, c'est pas que vous consommiez, c'est que vous soyez attentif à ce que je vous propose. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour que votre attention soit focalisée sur le produit. Et votre attention, on va pouvoir effectivement lui faire passer de la publicité et tout un tas de choses. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est votre attention. C'est qu'est-ce que vous faites de votre attention. On est vraiment sur une économie de l'attention. Et c'est ce que le digital, en fait, a besoin pour survivre. On a besoin de votre attention. Donc le vrai défi, c'est comment vous allez maintenant, vous, faire en sorte que votre attention soit portée sur les bons sujets, les bons projets, et non pas trop souvent sur ce déluge d'informations. Et le deuxième défi, je vous ai posé la question tout à l'heure. Bon, moi j'ai flippé quand j'ai vu l'étude, je vous avoue. Perso. 10 ans d'écart entre le premier graphique et le deuxième. Là, on est juste après votre naissance. OK? Là, ici, là. 2011, 2022. Et on a les tranches d'âge. Donc vous, vous êtes sur la droite. Ce qui veut dire que vous êtes concerné par ce graphique. En noir, c'est le web, les jeux vidéo et la télévision. Et si on fait le calcul, ça fait environ 5 heures et demie par jour devant les écrans. C'est pas mal quand même. Et vous m'avez dit que c'était votre cas, vrai ou pas? Bon. 5 heures et demie devant les écrans. On va évidemment parler un peu de ça, parce que la transformation numérique, elle passe par les écrans, forcément. Et ça a forcément une incidence. Ce qui est inquiétant, c'est plutôt ce graphique. C'est qu'en neurosciences, on vous dit qu'il y a une règle qui est très, très stricte, en tout cas, qui a été établie, on en reparlera tout à l'heure, parce que je vais vous inviter à faire une chose, c'est à communiquer l'information. Vous avez déjà entendu parler des troubles de l'attention? Vous avez déjà entendu parler de la dyspraxie, la dysorthographie, la dyscalculie? Ça vous parle? Il y en a qui sont concernés ou pas? Ok. Vous avez commencé les écrans à quel âge, vous? Vous vous rappelez ou pas? Ok, parfait. Donc toi, tu es concerné par quel type de lexie? Enfin, de dyspraxie? Ok. Et vous? Vous êtes l'écran, quel âge vous avez commencé, vous vous rappelez ou pas? 3 ans? Cool. Ok. Donc c'est pas que le seul sujet, on ne dit pas que ça vient que de là. Mais ce qu'on dit aujourd'hui en neurosciences, c'est la règle des 3-6-9. 3-6-9, j'ai lancé un débat. Toi t'as commencé à quel âge? Quoi, sérieux? Mais t'es fou. 3-6-9, c'est que logiquement, en principe, on dit pas d'écran avant 3 ans. Donc bravo à vos parents, parce qu'effectivement, apparemment c'est le cas. Jamais d'écran avant 3 ans, on va en reparler. Il y a une étude qui a été faite en Chine, parce qu'alors en Chine, ils ne sont pas 5 heures devant l'écran. En Chine, c'est 12 heures par jour devant l'écran. Parce que pour peu qu'on ait un travail qui aussi inclut du digital, on verra comment tout à l'heure pallier à ça. Mais la plus belle étude que j'ai vue, c'est celle-ci, donc c'est cette étude en Chine, que j'ai mis où? Que j'ai mis là. Voilà. Eh ben non. Elle est où mon étude? Elle est à la fin, je l'ai vu passer tout à l'heure. Encore? Vous avez vu les cerveaux tout à l'heure? Je suis pas fou? Attendez, là, ça bug. Ah voilà, c'est ça là. Ah ouais, putain. Ça, c'est une étude. Alors ça, c'est un IRM, vous voyez, c'est ce que se passe, on voit ce qui se passe dans le cerveau d'une personne. Ok?
Donc c'est ce qui se passe quand la personne est devant un écran. Et au bout de 1 heure devant un écran, il y a des zones qui apparaissent qui sont en rouge. C'est ce fameux cortex préfrontal dont je parle, c'est-à-dire à l'avant du cerveau. Et la zone en rouge, ça veut dire qu'il y a une diminution de l'activité, une diminution du volume au niveau de cette zone-là. C'est-à-dire que dès l'instant où vous restez 1 heure devant un écran, votre cerveau préfrontal est déjà surchargé d'informations. Et vous avez plutôt une information qui va se jouer au niveau du cortex visuel et tout un tas d'autres informations qui vont jouer, qui vont rentrer en jeu. Mais ça c'est important. Okay, c'est-à-dire que vraiment, votre intelligence, elle est à l'avant du cerveau. Votre capacité de gérer vos émotions, d'être tempérant, d'être non violent, d'être empathique, de vivre en société, c'est à l'avant du cerveau, c'est pas autre part. Donc voilà, ça c'est une étude en Chine qui a été menée, en tout cas, vous pourrez la retrouver, hein, je vous ai mis le lien, mais vous pourrez la retrouver sur Google si jamais vous avez une passion pour les neurosciences qui commence à se développer. Mais en tout cas, on va parler ensemble maintenant, on a vu ensemble les dangers, on a vu les défis, on va un petit peu maintenant aborder ce qui se passe dans votre cerveau avant que je vous perde. Il y a quatre grandes zones. Je vous ai parlé depuis tout à l'heure de la zone en rouge. Je l'ai mise en rouge parce que c'est la plus touchée. Le lobe frontal et le fameux préfrontal qui est juste devant. C'est la plus touchée parce qu'en fait, c'est elle qui reçoit toutes les informations et qui est complètement saturée aujourd'hui. Et donc, il va falloir apprendre à faire un filtre, on en reparlera après, au niveau de vos informations. Ça, c'est important pour gérer votre cybersécurité personnelle. Okay, on a une zob, voilà, on a une zobie. On a une zone qui est la zone en bleu, qui correspond plutôt, on l'a vu, à tout ce qui est intelligence, mais aussi tout ce qui va être la motricité. Ce qu'on remarque, c'est que nos écrans et nos tablettes nous font perdre ce qu'on appelle la motricité fine. D'accord ? Vous avez connu, vous savez, ces jeux où vous aviez des ronds, des croix, des triangles, des carrés, et vous deviez mettre les blocs dans les... Vous avez connu ça ? Tiens, ouais, ça va, c'est bien. Parce que maintenant, on le fait sur les tablettes. Donc du coup, ça change totalement la logique de la motricité. Okay, donc on perd en motricité, malheureusement, et ça c'est important aussi dans cette transformation digitale, de comprendre que vous allez avoir besoin d'avoir un effet de levier sur votre motricité aussi, de faire des choses avec vos mains. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais en fait, dans la motricité cérébrale, aujourd'hui, le digital nous amène à avoir une motricité beaucoup plus forte entre le visuel à l'arrière, là, celui-là, là, entre le visuel et le pouce. C'est-à-dire qu'on sait jouer du pouce, on sait tous jouer du pouce, mais on ne sait plus jouer des autres doigts, en fait, en vérité. Sauf si on fait quoi? J'ai eu peur, je crois que tu as dit une connerie. Ouais, jamais. Ça va. De la pêche, de la musique, ok? Il y a plein de choses qui vont jouer sur votre motricité fine. Mais ça ne fait pas partie du numérique. Ça fait partie de... Hein, la pêche, c'est quoi? C'est la géosphère. On va en reparler. Ok, j'avance là-dessus. Le visuel, il n'a jamais été autant connecté de toute sa vie, et donc là, il y a une sursaturation du visuel. Et une dernière chose, je vous ai parlé de la mémoire tout à l'heure. On a une partie de notre cerveau qui est liée à la mémoire, sur les tempes. Et la mémoire, évidemment, qu'elle est touchée aussi par la transformation numérique et par le digital. Alors, hop, voilà. Donc, on a des effets. Des effets, en tout cas, moi, j'ai 2 enfants, et j'ai appris au mon quotidien à pallier à ces effets. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait. Mais il y a des effets qui sont des effets d'abord cognitifs, uniquement, là je dis bien, sur l'utilisation du digital, quel qu'il soit, réseaux sociaux, tablettes, écrans, ce que vous voulez, Internet. Il y a des effets qui sont très importants et qui sont des effets parfois délétères. Donc je vous l'ai dit, la transformation numérique, c'est surtout être conscient de la façon dont j'utilise le numérique. On ne pourra plus revenir en arrière, et surtout pas, parce que le numérique, il a un effet qui est vraiment puissant dans le développement de l'être humain. Le numérique, c'est un outil qui est absolument magique, et qui va accroître encore plus son développement et sa transformation. Donc on est tous touchés, et ça va aller crescendo. Comme l'information, tous les 7 ans, ça va doubler, et on voit que toutes les entreprises vont avoir besoin de s'adapter. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre santé à vous, votre santé mentale et votre santé physique et votre santé cognitive. Ce qui veut dire que dans votre quotidien, il faut avoir juste une logique. Une logique de se dire, ok, le digital, il est présent dans ma vie, et au même titre que je pourrais prendre l'analogie d'un marteau, avec un marteau, on peut planter un clou, mais on peut faire quoi aussi? On peut faire des conneries avec. Okay, il y en a qui ont essayé, déjà ils ont eu des problèmes. Comme tout outil, il y a l'aspect positif et l'aspect délétère. Bon, j'ai essayé, je vous l'ai dit, d'être positif, donc on va essayer de rester positif.
La baisse de l'attention, c'est évidemment dû au fait que vous êtes sollicité en permanence par le digital et que le digital a besoin de vous pour survivre et que donc forcément, il vous emmène à avoir une baisse claire de votre attention. Juste une petite analogie parce que j'ai vu l'étude dernièrement et je vous la partage. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'un poisson rouge est capable de rester attentif? Vous avez déjà vu un poisson rouge dans un bocal? Quand tu le regardes, elle ting, 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 tu sais? Combien de secondes est-ce qu'un poisson rouge il est attentif de manière soutenue? Ouais, c'est ça. Le poisson rouge, c'est entre 6 et 8 secondes. C'est-à-dire qu'il est capable de porter son attention sur toi entre 6 et 8 secondes. 8 secondes, c'est le maxi. Nous, en 2020, être humain, on était à 12 secondes. C'est-à-dire que on était capable de se concentrer jusqu'à 12 secondes de manière soutenue. Aujourd'hui, 2023, 3 ans plus tard, les études montrent que c'est 7 secondes, donc moins qu'un poisson rouge. T'imagines? Donc ce qui veut dire qu'on a vraiment constaté une baisse de l'attention. L'attention, c'est quoi? C'est la capacité de faire attention à ce sur quoi tu portes ton attention dans le temps. Qui, levez la main, qui parmi vous considère être vraiment super attentif? Par exemple, depuis tout à l'heure. Je vous ai tous perdus en vrai. Non? Votre attention depuis tout à l'heure, elle était où? Elle était avec moi à 100% ou pas? Ah, 80. Cool. C'est dur en fait d'être attentif. Mais vous avez fait plein de trucs, vous êtes parti, vous avez peut-être regardé le portable, vous êtes parti sur autre chose. Et votre attention, et donc le digital, la transformation numérique, en fait, touche notre attention. Parce que vous êtes sollicité en permanence par de l'information. La mémoire à long terme, bon, ça, c'est à vous de voir. Moi, pour le coup, j'essaye de faire attention à la façon dont j'apprends et d'utiliser ma propre mémoire et de ne pas stocker trop souvent l'information, parce que c'est trop facile. Okay. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce rabougrissement de la partie du cortex aujourd'hui qu'on constate, et j'espère en tout cas que vous, le message sera passé sur le fait de se dire, ok, on a quand même un cerveau qui s'est développé depuis des millions d'années, qui est passé, écoutez bien, de 500 cm3 à 1500 cm3, c'est énorme le développement en 1 million d'années, et ces 1500 cm3, ils sont en train de revenir en arrière, on est en train de les perdre. Donc c'est quand même un peu dommage, et c'est vrai que la transformation digitale, eh bien, elle peut nous permettre d'avoir des solutions pour vivre mieux, mais elle touche évidemment notre santé mentale. Donc la mémoire à long terme, c'est à vous de faire le job pour faire attention à surveiller comment vous gérez votre mémoire et de ne pas trop souvent délocaliser l'information. Il y en a qui se considèrent dépendants là ou pas? Si, prenons un exemple, si demain je vous dis, voilà, tu passes 15 jours sans ton portable. Quoi? 15 jours? Il y en a qui le font ou pas? On le fait ensemble? Allez, vas-y, tiens, chiche. Voilà, je vais le récupérer dans 15 jours. En fait, j'aimerais que vous compreniez une chose par rapport à ça. Ah, j'aime bien le côté challenge, attention. Parce que moi, je suis pas prêt pour le coup, tu sais, je fais le malin là sur scène, tu vois. Mais après, je vais dire, non, je vais récupérer quand même. Je vous explique un truc génial, une étude que j'ai vue qui est géniale. À l'INSERM à Lyon, vous savez ce que c'est que l'INSERM ou pas? L'INSERM, c'est un centre de recherche en neurosciences. Ils sont plus portés sur le médical, mais ils font quand même des petites recherches au niveau des comportements. Vous ferez le test à la maison, c'est super intéressant à faire. À l'INSERM, ils prennent un bâton, vous le faites avec vos potes, vous allez voir. Ils prennent un bâton, long d'à peu près une trentaine de centimètres. Ils ferment les yeux, donc ils bandent les yeux de la personne, et ils commencent à tapoter avec un autre bâton, ils commencent à tapoter sur le bras, et ils demandent à la personne où est-ce que ça se situe le tapotement à ton avis, ce serait où? Et donc la personne va désigner l'endroit précisément, à quelques millimètres de précision, elle va dire où elle a été tapée sur le bras. Et puis, l'expérience continue et on va commencer à taper de plus en plus loin sur le bras jusqu'au doigt, et puis on va commencer à taper sur le bâton. Et quand on tape sur le bâton, le cerveau de la personne est capable de dire précisément sur le bâton où est-ce que la personne a tapoté. Jusqu'au bout du bâton. Elle est capable de dire ça a tapoté à peu près par ici. Il y a quelques millimètres près, le cerveau est capable de donner l'information de où est le tapotement. Ça veut dire quoi, en fait? C'est ce qu'on appelle la prolongation de l'outil cérébral. La prolongation de l'outil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cerveau, quand il utilise un outil, au bout d'un certain temps d'utilisation, il va considérer que c'est le prolongement de vous-même. Ce qui veut dire que votre portable, aujourd'hui, votre cerveau considère que c'est le prolongement de vous-même. Pour lui, c'est pareil. C'est que s'il n'y a plus le portable, vous avez vu ce que ça fait? Putain, j'ai oublié mon portable. Je me suis oublié moi-même, quoi. J'ai oublié ma main, quoi, tu vois. Moi, ça m'arrive aussi, hein. Je fais le malin, mais ça m'arrive aussi. Hein. Bonjour. Donc faites l'expérience, vous allez voir, vous prenez un petit bâton, et puis vous tapotez, vous demandez à ce qu'on tapote, et vous allez voir qu'en fait, votre cerveau est capable de dire
où se situe le tapotement. Et c'est pareil pour le portable. Aujourd'hui, on est tellement accroché à notre portable que notre cerveau considère que c'est un outil qui fait partie de nous. Et vous verrez que dans le virtuel, c'est encore pire. Okay, donc c'est difficile de se détacher de l'outil après derrière. Et en même temps, c'est super, parce que la transformation numérique, elle a permis quoi? Vous avez vu cette expérience d'une personne qui est assise, on lui met un plexiglas noir à sa main qui est comme ça derrière le plexiglas, et l'autre main qui est là. Donc elle ne voit pas sa deuxième main. Okay, et on lui met une main en plastique, à travers la manche, là, on lui met une fausse main en plastique. Et on commence à la chatouiller de chaque côté et tout ça. Et en fait, à un moment donné, la personne tape avec un marteau sur la main en plastique, et en fait, le cerveau considère qu'il y a même de la douleur, en fait. C'est-à-dire qu'on observe que le cerveau même a ressenti de la douleur. Donc ça veut dire que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Pour lui, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Donc ce que vous allez vivre dans le virtuel, on va le voir après, pour lui, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes sensations. Il y a une deuxième expérience que je trouve intéressante, que je vous partage, qui concerne beaucoup les réseaux sociaux. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux? Personne? C'est bien. Ça va venir. Rassurez-vous, ça va venir très vite. Au fond, ceux qui sont arrivés, vous êtes sur les réseaux sociaux? Voilà, et voilà. Voilà, eux, ils sont bien, vous voyez, pas comme vous. Eux, ils sont bien. Très intéressant, parce qu'il y a une étude qui a été faite sur les comportements sociaux, et je vous la partage, notamment dans ces effets cognitifs du numérique. Donc on a vu, pour ceux qui viennent d'arriver, on a vu qu'il y avait un problème sur en tout cas une baisse d'attention, un problème sur la mémoire. Là, on parle de dépendance. Très intéressant. On prend une personne, de nouveau, on l'assoit devant un écran. Elle est assise, en face d'elle, elle a un écran. Cet écran, il est connecté à un ordinateur. Et cet ordinateur, il est équipé d'un logiciel qui fait croire à la personne qu'en fait, il y a d'autres personnes dans d'autres salles qui sont connectées, comme elle, des êtres humains. Et en fait, l'ordinateur, c'est un logiciel, et en fait, il y a une balle comme ça, un peu comme un jeu tout simple, en fait, et chaque personne se renvoie la balle entre elles. Donc moi, je suis assis là, et en fait, mon cerveau croit qu'il y a d'autres personnes qui sont assises comme moi dans d'autres salles, et que chacun de nous, on se renvoie la balle. Et l'ordinateur va commencer à faire ça pendant quelques minutes, donc je vais recevoir la balle, je vais la renvoyer, je vais recevoir la balle, je vais la renvoyer, et puis au bout d'un moment, l'ordinateur commence à ne plus m'envoyer la balle. Il n'envoie plus la balle. Donc je vois les autres qui s'envoient la balle, mais moi, plus personne m'envoie la balle. Et là, il y a un fait qui est super intéressant, c'est que la personne, elle est dans ce qu'on appelle un IRM fonctionnel, elle est dans une espèce de grosse machine qui surveille son cerveau. Et il y a une zone, écoutez bien, qui s'active, qui est la zone de l'insula. Alors l'insula, il est dans cette partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a la partie de la survie, le tronc cérébral, et il y a le système émotionnel. Et dans ce système émotionnel, tout en haut, il y a une zone très particulière, donc l'insula. Et l'insula, c'est la zone de la douleur. C'est-à-dire que si je te pince, toi, ou n'importe qui, très fort, ou que je te tape, que je te donne un coup, l'insula va s'activer, et c'est comme ça, à travers l'insula, que tu vas ressentir la douleur, que tu vas comprendre la douleur. Maintenant, si tu m'exclus socialement, même sur un jeu virtuel, l'insula s'active au même titre que la douleur physique. Vous imaginez l'analogie? C'est-à-dire que notre cerveau, il ne fait pas la différence. Donc l'exclusion sociale, le harcèlement. Pourquoi on vous parle de cybersécurité dans tout ce salon? C'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui aussi en neurosciences, c'est que ça a des impacts physiques très forts. Okay. Donc ça, c'est le lien à la dépendance et à l'addiction. Est-ce qu'il y en a qui, le soir, lorsque le soleil est couché, dans leur lit, checkent les réseaux ou pas? Il y en a qui font ça? Ouais, là, il y a les gens honnêtes. Tous les autres ne sont pas honnêtes. Là, on fait ça. Ok. Ok. Dites-moi, rassurez-moi, parce que moi, perso, j'avoue que je me dis toujours, allez, le soir, pas de travail. On est tous pareils. Le soir, après manger, je travaille pas. Et en fait, tu prends le PC et tu travailles. Bon, on fait tous pareil. Sauf que moi, effectivement, après la nuit, je me réveille et j'arrive plus à me rendormir. Est-ce qu'il y en a, levez la main, est-ce qu'il y en a qui ont un sommeil un peu perturbé en ce moment? Bienvenue au club, c'est cool, merci. Maintenant, quand je me réveillerai la nuit, je penserai à vous. Je me dirai, bon, ça va, il n'y a pas que moi. Bon. Je vous ai parlé tout à l'heure en introduction de la géosphère et de la technosphère. Nos yeux ne sont pas équipés pour la technosphère, clairement. Donc, ce qui veut dire que dans vos habitudes qu'on verra tout à l'heure, dans vos habitudes, il va falloir évidemment revenir
Bon. Revenir à un équilibre aussi entre la technosphère et la planète. Et en fait, nos yeux sont équipés pour la lumière du soleil. Vous avez bien compris ça, ok? Donc en principe, logiquement, après le coucher du soleil, logiquement, il ne devrait plus y avoir de lumière bleue. Et nous, on est bombardé de lumière bleue. Sachez juste une chose pour information, on est sur l'idée de la transformation numérique, mais le simple fait qu'un néon comme ça soit allumé, une dalle néon correspond à la lumière du soleil pour notre cerveau. Donc ça veut dire que dans nos yeux, il y a tout un système qu'on appelle les mélanopsines qui détectent de la lumière bleue et qui se disent ok, ben, pas de mélatonine, donc pas de sommeil. Donc ça veut dire que tu vas t'endormir, mais tu vas te réveiller la nuit et tu vas avoir un manque de mélatonine. Donc on a effectivement une observation de ces troubles du sommeil, mais ce n'est pas que dépendant du digital, donc je le mets un peu entre parenthèses, c'est dépendant aussi de nos habitudes alimentaires et nos habitudes de vie. Et je vous l'ai dit, la surcharge d'informations augmente le niveau de stress. Bien. On va parler d'un point, parce que le métaverse arrive à grands pas, et j'aimerais qu'on parle un peu du méta. Marc, il est au taquet. Hein, il est au taquet, il est en train de se dire, bon, je vais révolutionner la planète avec le méta. Alors c'est encore un peu en pourparlers, hein, on ne sait pas encore comment ça va évoluer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 effets super importants que j'aimerais vous partager. Pas liés au méta, hein, en tout cas liés au métaverse, mais liés à la VR. Virtual Reality. Yeah. Okay. Donc il y en a qui m'ont dit qu'ils utilisaient la VR un peu. Ok. Pour le loisir, pour le fun. Ouais. Au début, quand tu as utilisé la VR, est-ce que tu as eu ces espèces de vertiges ou pas? Il y a eu une adaptation? Ouais. Il a fallu que tu t'adaptes. Okay. Bon, clairement, là, il y a un truc qui est génial. La réalité... Super. Vous avez compris? C'était clair ou pas? Bon. La réalité virtuelle, c'est un outil qui est fantastique. Nous, en neurosciences, on l'utilise déjà. Je vais vous expliquer pourquoi, pour avoir des thérapies extrêmement importantes. Maintenant, là, pour le coup, je vais être à la fois positif, à la fois, évidemment, préventif. Il y a 3 impacts super intéressants à la réalité virtuelle. Le premier, c'est la perception. La perception, c'est quoi? C'est que, je vous l'ai dit, votre cerveau ne fait aucune différence entre la réalité telle qu'aujourd'hui et la réalité virtuelle. Pour lui, c'est la même chose. D'accord? Quand on prend, par exemple, certains sportifs, on va prendre un sportif de haut niveau et on va lui, un boxeur ou n'importe quel sportif, et on va lui plâtrer le bras. D'accord? On va faire une expérience en réalité normale et une expérience en réalité virtuelle, pour voir un petit peu la différence. On va prendre des cobayes, et sur les premiers cobayes, on va leur dire, voilà, tu vas simplement imaginer que tu fais de la musculation. Donc tu vas l'imaginer, tu vas imaginer le poids, tu vas imaginer le fait que tu fais de la musculation. Sur le premier groupe, en réalité normale. Ce groupe, il est divisé en 2 parties. Donc, une partie qui imagine faire de la muscu et une autre partie qui ne font rien. On les laisse pendant 2 mois sans rien faire. Okay. Quand on enlève le plâtre, ce qu'on observe, c'est que ceux qui n'ont rien fait, ils ont perdu en muscle. Et ceux qui ont imaginé faire de la muscu, ils ont maintenu leur masse musculaire. Jusque-là, vous me suivez? Vous avez suivi ou pas? C'est bon pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que ton imaginaire, il a un impact sur ton physique. Dans la réalité virtuelle, il y a de la prise de masse. C'est-à-dire que lorsqu'on fait voir au cerveau qu'on muscle le bras, on observe de la prise de masse. Vous imaginez en fait ce qui se passe? C'est fou quand même. C'est-à-dire que votre cerveau est convaincu que vous avez fait de la muscu. Donc dans la perception de la réalité virtuelle, votre cerveau, dans sa perception, pour lui, c'est la même chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable, grâce à la réalité virtuelle, eh bien, de faire des remédiations qu'on appelle, hein, c'est le mot technique, c'est-à-dire de faire de la récupération physique et cognitive beaucoup plus importante que dans la réalité. Parce que des fois, les personnes n'ont pas la capacité de bouger ou autre, et on peut effectivement travailler sur cette remédiation. Donc c'est déjà un point qui est super positif, et on l'utilise déjà dans les sciences médicales. Deuxième point, alors là pour le coup, c'est plutôt de la prévention, c'est qu'effectivement, la cybernétose, c'est un effet de la réalité virtuelle. Quand vous mettez un casque la première fois, votre cerveau va faire 2 choses. Il va faire ce qu'on appelle une accommodation et une vergence. Il va être obligé d'accommoder et de faire une vergence de la vision pour imaginer que ce que tu vois sur un fond plat, c'est un fond en 3 dimensions. C'est-à-dire que imaginez que je sois dans cette salle et que je vous regarde, et inversement que vous me regardiez, et imaginez être avec un casque, avec la même perception, le même champ de profondeur. Pour votre cerveau, ça demande une accommodation. Là, pour le coup, ce n'est pas vraiment naturel. Donc ça, c'est un effet qui est un peu délétère parce qu'au début, il y a une accommodation. Il y a un effet un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on finit, tu sais? Il y a un effet de cybernétose.
La cybernétose, c'est le mal de la réalité virtuelle. Ça passe avec le temps, mais ça demande à vos yeux de s'accommoder, et donc ça peut créer certains troubles dans la réalité virtuelle. Ok ? Il y a une deuxième chose, c'est que vos yeux, naturellement, dans la géosphère, sur la planète, ils sont faits pour voir entre 40 et 60 images par seconde. D'accord ? La réalité virtuelle, c'est 90 à 120 images par seconde. Donc c'est un peu excitateur quand même pour le cerveau, ce qui veut dire qu'il va falloir mettre en place des espaces de temps aussi dans la réalité virtuelle. C'est super intéressant, mais aujourd'hui, nous, en neurosciences, on le calibre en termes de temps, et ça, c'est très important. Vous allez devoir calibrer votre temps là-dedans. C'est bon pour vous? Pour la perception? C'est clair pour tout le monde? Ça a l'air. Hein. Bon, on va passer à la dissociation, vous allez voir. Perso, je pratique l'hypnose. J'accompagne à travers l'hypnose. J'ai au sein de l'Institut des formations pour apprendre aux personnes à pratiquer l'hypnose, et on fait de l'hypnose profonde. Et quand on fait de l'hypnose profonde, le but de l'hypnose, c'est de créer ce qu'on appelle une dissociation. Je prends un exemple. Imaginons, je prends toi. C'est comment ton prénom? Comment? Corentin. Très beau prénom, Corentin, bravo. Imaginons que Corentin, il vive un accident, il vive un stress un peu fort, et puis qu'il vive un stress un peu intense, et qu'il ait ce stress un peu post-traumatique. Tous les jours à l'Institut, on accompagne des personnes qui sont victimes d'accidents et qui ont en eux un stress post-traumatique ou certains traumas. En hypnose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre au cerveau à dissocier l'émotion et le stress post-traumatique. On va créer une distance entre moi et l'émotion, et on va réassocier une nouvelle émotion. Et c'est comme si le cerveau vivait une autre expérience face à la situation qu'il a vécue avant. Et bien, la réalité virtuelle, c'est exactement la même chose. Votre cerveau, il va se dissocier et il va créer une identité au sein de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que plus la réalité, ce qu'on remarque, c'est que plus la réalité virtuelle elle est palpable, c'est-à-dire que je peux voir mes membres à travers les manettes. On a même des casques aujourd'hui qui vous font voir le nez et compagnie, ça va loin. Hein. Plus le cerveau est implanté dans la réalité virtuelle, avec en plus de ça la reconnaissance des membres, et plus il dissocie votre propre identité vers l'identité de la réalité virtuelle. Ce qui veut dire que si vous passez plus de temps, en tout cas si vous passez beaucoup de temps dans la VR, vous allez créer une forme d'identité dans la VR. Une deuxième identité. On appelle ça la schizophrénie en neurosciences, enfin en tout cas en thérapie. Donc tout dépend de l'identité que vous allez avoir. Logiquement, votre avatar, et c'est vraiment ce principe-là dont je vous parle, c'est que la poussée de la réalité virtuelle crée ce qu'on appelle un phénomène d'avatarisation. Vous avez déjà des avatars qui commencent à être mis en place dans la transformation numérique. On a tous notre propre avatar sur les réseaux. Bon, là, ça va aller plus loin quand même. D'accord ? C'est pas la simple photo avec ton avatar. C'est que ton cerveau va créer un deuxième avatar, va créer une deuxième personnalité dans la réalité virtuelle, comme si elle était vraie. Et donc ça, en thérapie, c'est super intéressant. C'est le côté positif. En thérapie, ça veut dire qu'on a des militaires aujourd'hui qu'on accompagne dans ce qu'on appelle la thérapie d'exposition. On les replonge dans une réalité différente et on travaille leur stress ou leur trauma à travers cette réalité, en surveillant le phénomène d'avatarisation, qu'ils ne deviennent pas un autre personnage. Quoi. Okay ? Parce que du coup, pareil, on met des limites de temps. Mais la thérapie d'exposition, c'est un super outil aujourd'hui, grâce à la VR. On verra que ce n'est peut-être pas toujours le cas pour vous, parce que le problème, c'est effectivement ça, c'est qu'est-ce que tu vas créer en termes de personnages dans la réalité virtuelle, auquel ton cerveau va s'identifier, et auquel, du coup, tu vas devenir aussi dépendant. Tout est question, évidemment, d'utilisation, vous le savez maintenant. Et des derniers points, et après on rentrera dans les solutions, parce que, évidemment, l'heure tourne. L'incarnation. Ok. En fait, je me suis trompé. Depuis tout à l'heure, je vous parle de l'incarnation. Avatarisation, c'est là. D'accord ? Donc, refaites le point dans votre esprit. Moi, depuis tout à l'heure, je vous parle de ça, en fait. La dissociation, c'est effectivement l'avatarisation induite par non pas par forcément les bras, mais en tout cas par les émotions et par tout ce que tu vas ressentir et voir dans la réalité virtuelle. Et on a un troisième principe qui est l'incarnation. C'est effectivement que tu vas plus t'identifier, tu vas vraiment incarner un personnage et tu vas vraiment t'identifier à ce personnage. Donc les deux sont en lien entre la dissociation qui va être la tienne et l'avatarisation, et l'incarnation. Tu vas créer un avatar dans lequel tu vas t'identifier. Donc, point positif, on peut accompagner l'être humain à travers la réalité virtuelle et c'est super intéressant. Point négatif, ça dépend de l'utilisation qu'on va en avoir. D'accord ? Bien. Maintenant, rentrons dans la partie solution. Et je vais y arriver. Voilà. Donc, il y a des avantages
à la transformation numérique. Il y a plein d'avantages. Et de vous à moi, on ne pourrait pas revenir en arrière, et moi le premier. Okay, mais il y a des limites, forcément. Il y a des limites en termes de fonctionnement cognitif, de structure de votre cerveau. Vous avez vu qu'il y a des effets sur le cerveau qui sont importants. Donc j'aimerais qu'on aborde un point ensemble, qui est celui-ci, qui est un point un peu en introduction par rapport à ce que je vais vous expliquer juste après en termes d'utilisation. Les avantages, ils sont que dans notre pratique au quotidien, le numérique il a transformé profondément notre pratique et personnelle et professionnelle. On a aujourd'hui, je vous ai mis la photo, des médecins qui sont capables de vous opérer à l'autre bout du monde, avec des appareils qui vous opèrent tout seul et le médecin il commande ça à l'autre bout du monde. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de coupure internet pour le coup. Hein. Bon, je pense qu'ils sont bien équipés, mais pour le coup, dans la pratique, la transformation numérique, c'est un outil incroyable. Dans la pratique de prise de notes, dans la pratique de notre communication, dans la pratique au quotidien, c'est un outil incroyable. Dans la pédagogie, vous devez connaître aussi des outils pédagogiques comme Kahoot. Allô. Kahoot, c'est un outil fantastique. Pour faire de la pédagogie, pour faire des tests, bref. Il y a plein d'outils pédagogiques qui sont merveilleux. Donc dans la pratique pédagogique, c'est pareil. Nous, en neurosciences, on a plein d'outils qu'on appelle la neuropédagogie. Et la neuropédagogie, c'est quoi? C'est le lien entre le digital et le fonctionnement du cerveau. Et c'est super intéressant, parce qu'on peut apprendre mieux et plus vite, et plus longtemps. Ok? Mais il y a ça. Et c'est là que ça pose problème. C'est la partie ludique. Ça, c'est bien, mais c'est ça le problème délétère. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on est dans une partie pratique et pédagogique, le digital et la transformation numérique, elle va apporter un apport J'ai mon micro qui bug, c'est bon. Un apport de transformation qui sont juste géniales. Mais sachez juste une chose, à votre avis, combien de temps, en moyenne, un individu passe sur la pratique et la pédagogique ou passe sur le ludique, en moyenne? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est 20-80. Ouais, oui. Ah d'accord, c'est de ma faute en fait. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est de ma faute, c'est ça? D'accord. Donc ça veut dire qu'effectivement, on passe 20 fois plus de temps dans le ludique que dans le pratique et le pédagogique, aujourd'hui, hein, dans cette transformation numérique. Dans le ludique, j'y mets les réseaux sociaux, j'y mets les jeux vidéo, j'y mets la réalité virtuelle. On passe 20 fois plus de temps dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que ça devient délétère. D'accord? Donc encore une fois, c'est juste un équilibre à trouver entre ma pratique, ma pédagogie et le côté loisir et le côté fun. Parce qu'évidemment qu'il faut les deux. Bon. Allez, courage. Vous feriez quoi, vous, au quotidien? Qu'est-ce que vous faites au quotidien, vous, pour gérer votre propre équilibre avec le numérique? Il y a des choses que vous faites? Ok, donc déjà, il y a du sport. Donc pratique sportive. On est dans le côté pratique. Ok. Mais du sport en réalité virtuelle. Sur un tapis roulant. Ok, quoi d'autre? Il y en a qui lisent? Ouais. Tout le monde se regarde. Tu lis toi? Non, non. Toi, tu lis? Non. Ok, il y en a qui lisent. Parfait. Ok. Bon alors. Pour être un acteur et une actrice responsable, parce que c'est ça le but, hein, c'est que la cybersécurité neurologique, d'accord, on ne parle pas de cybersécurité numérique, on parle de cybersécurité neurologique, c'est évidemment que ça va passer par ce qu'on appelle vos habitudes. Et nous, en neurosciences, on parle de rythme hypnotique, c'est-à-dire toutes les choses que vous allez mettre en place au quotidien qui vont vous permettre de vivre une transformation numérique équitable et viable. Parce que si vous ne le faites pas, le message il sera passé. Mais mes enfants, mon entourage, mes amis, à l'école, dans les universités où j'interviens, évidemment qu'on va vers cette transformation numérique et qu'il faut qu'on le fasse. Mais il faut aussi qu'on apprenne à vivre en équilibre, et pour ça, il y a des règles qui sont super intéressantes. La première, c'est donc d'établir des limites de temps. D'accord? Ça, c'est à vous de le choisir, c'est à vous de voir en fonction de votre positionnement, mais les limites de temps, elles sont simples. C'est que 5 heures par jour, forcément, c'est un temps qui est important, mais à vous de définir quelle est la limite aussi où vous allez aller, quoi. Parce qu'il y a un moment donné où si on passe 10 heures, 12 heures par jour devant un écran ou devant Internet ou devant les réseaux sociaux,
forcément ça va poser des problèmes. Donc il y a une limite temporelle. Moi je sais que par exemple, je me suis fixé des plages dans la journée où j'ai mes plages digitales et j'ai mes plages géosphère, le sport, la nature et autres. Donc je fixe des limites de temps, et ça va être à vous de les découvrir au fur et à mesure, à vous de faire vos propres recherches, mais en tout cas, le temps est un facteur important. Le deuxième, c'est le côté limite spatiale. Je vous ai parlé de la technosphère et de la géosphère, donc de la nature, de la planète et de la technologie. Et bien évidemment que votre corps, comme votre esprit, il a besoin des deux. Et que dans la limite spatiale, il faut aussi prendre de la distance aussi dans vos activités, dans vos habitudes, pour revenir à la nature. Okay, revenez à la nature. Il est con ce message, hein, je m'excuse. Hein. Mais si vous vous déconnectez de la nature au quotidien, je peux vous garantir d'une chose, c'est que je vais vous accompagner bientôt à l'Institut, avec de la thérapie. Okay, toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont en dépression, qui sont dans des états de stress en permanence, et c'est peut-être pas vous, ça vous n'êtes pas concerné par vous aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ces personnes n'ont plus de lien à la nature. Elles sont complètement déconnectées de la géosphère. Donc il faut revenir à quelque chose vraiment dans votre établissement d'espace, d'avoir des espaces entre amis ou en solitude ou en seul, qu'importe, dans la nature. Ça, c'est important. Parce que ça crée un lien et un équilibre justement avec ça. Ensuite, évidemment, c'est d'apprendre à détecter aussi votre propre dépendance. On a vu qu'on pouvait jouer sur le côté challenge et que la dépendance, elle se surveille. Moi, pour ma part, j'ai détecté une dépendance très récemment. Je vous la partage, elle est très intéressante. Alors moi, je vous parle de technosphère et de géosphère. Pour le coup, je roule en Tesla. Alors je vous dis pas, je suis connecté à 2000%. C'est-à-dire que dès l'instant où tu n'as pas ton portable, tu ne peux pas rouler, quoi. Tu vois, et dès que tu rentres dans la voiture, forcément, tu es connecté à 2000%. Donc ce qui veut dire que même dans la voiture, j'ai des notifications qui arrivent sur l'écran, bref, j'ai tout. Et donc, il y a le portable qui est là. Et en fait, j'ai commencé à avoir une petite addiction très, très simple. C'est que j'ai commencé à conduire et à me dire, ah, peut-être que je rate une info. Donc je vais voir. Je le prends, je regarde, je le repose. Et puis 2 secondes après, ah, je le prends et j'ai commencé à voir ça chez moi. Ouais. Intéressant quand même. Ouais, ben ouais, chaud. Ouais. Bon, la Tesla, la conduite semi-autonome. Donc des fois, elle conduit toute seule et c'est ça le problème. C'est que plus on est équipé et plus on se dit, ouais, ça passe. Ça passe. Allez, je regarde. Donc ça, j'ai appris à le détecter et à me dire, non, mais Alex, non. S'il n'y a pas de limite au niveau de ton addiction, à un moment donné, il y a un problème. Donc j'ai appris à poser des règles, à poser un cadre. Et c'est ça que j'aimerais que vous appreniez à faire, c'est-à-dire que détecter les signes de dépendance, c'est apprendre à poser un cadre. C'est à la maison, au collège, au lycée, à l'université bientôt, comme vous voulez. En tout cas, l'idée, c'est quel est mon cadre à moi, dans quel cadre j'interviens, où j'évolue aussi par rapport au numérique. Okay, donc j'ai posé un cadre, et pour le coup, maintenant, je conduis en regardant la route. C'est quand même beaucoup mieux. Passez le message. Passez le message. 3, 6, 9, 12. Okay, pas d'écran numérique avant 3 ans. On ne vous dit pas de jeux vidéo avant 6 ans. On ne vous dit pas d'internet non accompagné avant 9. Et logiquement, pas de réseaux sociaux avant 12. Bon, moi, je vois des jeunes dans la primaire de chez mon fils qui sont déjà sur les réseaux sociaux alors qu'ils ont 9 ans, quoi. Bon, après, nous, on passe le message, à vous de passer le vôtre. Mais en tout cas, voilà, faites attention parce que logiquement, effectivement, vous avez compris, c'est assez délétère en termes de fonctionnement au niveau de votre cerveau. Faites des pauses aussi. On va en faire une là, ça va vous faire du bien. Okay, faites des pauses. Vous connaissez le doom scrolling ou pas? Parce que quand je vous dis faites des pauses, juste je parle de ça et après on arrête. Est-ce que vous connaissez le doom scrolling? Ok, ça vous parle? Ok. Hazar Haskell. Hazar Haskell, c'est l'inventeur du doom scrolling. Hazar Haskell, au départ, il a été embauché par YouTube parce que YouTube voulait que vous restiez plus sur les vidéos. Et en fait, à mon époque à moi, quand on a commencé les réseaux, quand tu swipais, enfin en tout quand tu slidais, voilà, en fait, à un moment donné, ça s'arrêtait. Donc tu arrêtais. Et ils se sont dit, non, 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 on va faire un truc qui va à vie, quoi. Le truc, tu peux faire autant que tu veux, il y en a encore, quoi. Ce qui fait que ça, on appelle ça le doom scrolling. C'est-à-dire que ton cerveau, en fait, il cherche encore l'information, encore. Et tu t'arrêtes plus de faire du slide. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te dis, allez, c'est bon, j'ai 5 minutes, je passe 5 minutes sur Insta, et tu finis que ça fait une demi-heure que tu es dessus, quoi. Ça vous l'a tous fait, ça. Moi, le premier. Est-ce que vous savez, ce doom scrolling, est-ce que vous savez, en termes de vie humaine, ce que ça représente en termes de vie humaine perdue par jour? C'est-à-dire que le temps qu'on passe, l'ensemble de l'humanité, hein, le temps qu'on passe à scroller à cause de ce doom scrolling, ça représente, écoutez bien, 200 000 vies par jour de vie humaine perdue, de temps de vie humaine perdue.
C'est-à-dire que le temps que vous passez à faire ça, vous pourriez le passer à faire autre chose. À réviser, à apprendre les neurosciences ou la cybersécurité. Ok. Donc la prochaine fois que vous êtes en train de faire ça, là, votre cerveau, maintenant, il va dire hop, 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 hop. Doom scrolling, fais une pause. Ok. Et puis, il y en a qui ont des frères et des sœurs, des petits frères et des petites sœurs. Il y en a. Ça fait partie aussi du processus de cybersécurité. C'est évidemment, faites passer le message, éduquer, informer sur ce qui se passe au niveau, vous l'avez vu maintenant, du cerveau. Vous avez appris plein de choses, en tout cas, j'espère. Et ça nous laisse cette conclusion sur ce fameux métaverse qui arrive. Est-ce que vous avez, vous, un avis... Mince, je suis allé trop vite, c'est pas grave. Est-ce que vous avez, vous, un avis sur le métaverse? Ce serait quoi votre avis à vous sur le métaverse? Ça m'intéresse de savoir, votre génération à vous. Qu'est-ce qu'elle en dit du métaverse? C'est l'avenir? Non? Merci. C'est pas terrible. Qu'est-ce qui fait que c'est pas terrible? Ok. Ok. Il y a d'autres avis. Alors il y en a qui disent c'est pas terrible. Il y a des avis qui disent oh, franchement ça va être génial. Ouais. Exact. Ouais. Ok. Et ouais. Il y en a qui ont vu le film Ready Player One ou pas? Ok. Il y a d'autres avis au fond? Ce serait quoi votre avis à vous sur le métaverse? Ok. C'est pour ça que ça a du mal à prendre en fait. Je sens que Mark Zuckerberg il est merde. Je pensais pas que ça. Bon, à la limite tant mieux. Il y a des effets, vous l'avez compris, qui sont très positifs. Maintenant, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Ça peut évoluer comme ça peut ne pas évoluer, mais attention, parce qu'à mon époque, on disait pareil comme vous d'Internet. On disait ouais, pas ouf, pas ouf. Et bouf. Donc soyez prêts et soyez prêtes, parce que si effectivement ça explose demain avec les générations qui arrivent, ça va demander une adaptation. Et comme tu l'as dit à juste titre, attention à ce phénomène de dissociation, parce qu'évidemment, dans l'utilisation, il peut y avoir des fortes dissociations, et donc ça n'a jamais autant généré d'anxiété, de troubles de l'estime de soi, de manque de confiance que depuis qu'on est connecté. Donc pour conclure, j'ai lancé un nouveau débat sur le métaverse. Pour conclure, je vous remercie pour votre attention, parce que c'est une attention soutenue et pour vos partages. Tout est question. Nous, la première étude que j'ai faite en neurosciences, mon formateur m'avait dit, dans le cerveau, tout changement ou toute adaptation commence par la conscience. Ça veut dire que si tu es conscient de ce que tu fais, il n'y a pas les mêmes effets que si tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Et donc je vous remercie d'être venu aujourd'hui parce que l'idée c'est que vous soyez un peu plus conscient de ce qui se passe quand on utilise le digital dans votre cerveau, parce que par la conscience de l'utilisation et par la conscience de ce que je suis moi à travers l'outil, il y a des effets plus faciles d'adaptation. Mais si je n'ai pas conscience que j'utilise l'outil sans faire attention, là c'est différent. Donc j'espère vous revoir peut-être bientôt très vite. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah, vas-y. On salue d'abord Alexandre Antonienko pour son intervention. De l'Institut Alpha, tu as bien fait de le dire parce que je ne l'avais pas dit au départ. Qui souhaite poser là? Ben voilà, c'est parti. Moi, je viens avec vous. Je viens vous voir. Vous nous dites qui vous êtes, s'il vous plaît, avant toute question ou réflexion ou remarque. Bonjour à tous. Je suis Ronald Aubet, ingénieur en cybersécurité. Donc aujourd'hui, j'ai bien écouté votre intervention, très intéressante. Vous avez parlé du nombre de temps qu'on met sur un écran. Alors, dans mon métier, il y a plusieurs métiers de la cybersécurité. Il y a ce qu'on appelle du bug bounty, donc c'est-à-dire chercher des vulnérabilités avec des sociétés. Donc c'est du hacking en fait. On peut passer toute une soirée là-dedans à le faire, même toute une journée. Comment est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? C'est un métier, hein, mais est-ce que c'est bien, c'est un mauvais métier ou pas? Pourtant, c'est un métier qui est vraiment très prisé et on a besoin de ça pour pouvoir développer la société. Parce qu'on cherche la vulnérabilité pour le bien-être de la société. Deuxième question. Alors, j'ai deux questions. La deuxième question, c'est au niveau de aujourd'hui, on se rend compte que le monde actuel nous impose la digitalisation. Donc, on n'a plus cette capacité avant d'avoir un enfant de 0 à 3 ans, comme vous avez dit, il faut éviter les écrans.
de lui donner un livre, de lire, ou des petits jeux sur papier. Là, la société nous impose des tablettes numériques pour enfants de 0 à 3 ans. Donc, vous vous rendez un peu compte que c'est la société qui nous pousse à avoir ce genre d'attitude. Donc, comment est-ce qu'on peut... C'est un peu contradictoire, un peu, d'un moment. Sur la première question, merci pour les deux questions, parce que c'est aussi notre combat au quotidien. C'est qu'effectivement, il y a une vraie pression aujourd'hui face au numérique. C'est-à-dire qu'on arrive dans notre sphère de la technosphère à ne vivre que à travers la technosphère. Et pour cette première question, c'est qu'effectivement, quand je vous posais la question, moi le premier, j'ai vécu toute mon jeunesse dans l'agriculture, j'ai vu mon père dans les champs, j'ai vu mon père sur les tracteurs, j'ai vu mon père avec ses brebis. Et quand j'ai commencé mes études, je me suis retrouvé face à un écran toute la journée. Et encore aujourd'hui à l'Institut, quand on fait de la recherche, quand on fait des données et autres, on est face à un écran toute la journée. Et ça me frustre parce que ça me manque d'être dans la nature. Donc forcément, j'ai mis en place des petits protocoles. Je sais que par exemple, pour ma part, pour cette première question, je sais que je vais avoir une journée face à l'écran, mais j'établis des espaces. J'ai des espaces qui me permettent de m'évader aussi dans la nature et de partir dans la nature. Donc j'ai la chance, moi en tout cas dans mon bureau, d'avoir un parc autour. Et en fait, je crée des espaces tampons et je ne reste pas toute la journée. J'essaye de créer des espaces entre les deux. Je reviens à la nature le plus souvent possible. Sinon, en fait, je sens que mon cerveau il bug et que mes yeux fatiguent. Donc je sais qu'en fait, aujourd'hui, l'utilisation du numérique, elle est devenue absolument permanente, clairement. Et comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, pardon, il y a effectivement, cet écran, il est devenu une partie de nous-mêmes, en fait, en vérité. Même vous apprenez aujourd'hui devant un écran, on apprend presque même plus devant des livres. Ok ? En tout cas, j'espère qu'il y en a encore un peu. Et ouais. Mon fils arrive au lycée, hop, l'ordinateur, il est offert, quoi. Bon, ouais, mais ok. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre, effectivement, à jongler sur, ok, le numérique et comment moi, je crée des espaces, pour moi, personnellement, en dehors de ça. J'ai mes propres pratiques. Par exemple, moi, je ne prends aucune note. Cette conférence, je vais vous la montrer pour vous expliquer. J'ai pas pris la... Voilà. Par exemple, moi, les conférences, voilà comment je les écris. C'est-à-dire que mes conférences ne sont jamais sur un ordinateur. Elles sont écrites sur des mind maps. Okay, c'est-à-dire que ça, c'est mes outils à moi, personnels, qui me permettent de revenir à une forme de mémoire particulière, à faire en sorte que je connais cette conférence par cœur à travers la mind map. Je n'ai pas délocalisé l'information, je l'ai dans ma tête. Donc j'ai bien conscience et je n'ai pas vraiment de réponse sur le fait qu'effectivement, quand on passe la journée devant l'ordi ou devant la soirée, il n'y a pas d'autre solution parce que on fonctionne comme ça. Et que malheureusement, la seule chose à faire, c'est que pour vous ou comme pour tout le monde, c'est de se dire, ok, comment je crée des espaces, comment je crée de la distance avec le numérique, un peu. Ok ? Maintenant, on est tous consommateurs. Pour la deuxième question, c'est qu'effectivement, votre façon de consommer va faire qu'on va engendrer une transformation numérique fluide ou non fluide. Si je fais le choix, parce que j'ai une pression numérique, d'acheter une tablette à mon fils, forcément, là, il y avait un problème. Donc on a toujours le choix de notre façon de consommer et de notre façon d'utiliser. Donc cette pression, évidemment qu'on l'a, parce qu'on veut que vous soyez dans cette économie de l'attention et dans cette économie du numérique. C'est l'avenir de demain. Rien que les données montrent que demain c'est 2024, il y a 1000 milliards d'euros et de dollars qui sont en jeu là, dans le numérique, avec ChatGPT et compagnie. Donc ça veut dire qu'on veut que vous soyez dans le numérique. C'est intéressant en termes de business. C'est à vous de trouver votre propre équilibre entre qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je consomme et ce sur quoi je porte mon attention. Il y a toujours des solutions en vrai. Mais j'ai bien conscience que moi, le premier, je suis soumis à cette pression et que je me dis, mais comment on va faire quoi ? Et je n'ai pas encore toutes les réponses. Donc, merci. Allez, posez des questions. Posez des questions, les jeunes. Ah bon, je suis là. Oui, pardon. Excusez-moi. Donc, je suis enseignant. Je reviens un peu sur ce qu'il a dit. Salut Ronald. Sur les enfants. Alors moi, j'ai un enfant de 4 ans, 8 ans et 11 ans. Et pas d'Internet, rien du tout. Et vous avez dit, on a le choix. Je fais ce choix-là de tout couper. Mais est-ce que, par rapport aux autres qui ont tout ça, est-ce qu'ils ne vont pas être à la traîne après ? Et est-ce que ça ne va pas être un peu la merde pour eux ? Cette fameuse pression sociale. C'est ça. Parce que la pression sociale des digitaux, elle est terrible. D'accord ? Donc la seule chose, et là je parle pour moi parce que j'ai un fils, quand ça a commencé pour moi, j'ai un fils à l'époque il avait quand ça a commencé 8 ans et le deuxième avait 15 ans. La seule chose qui a fait la différence pour moi, c'est l'éducation et la conscience que j'ai donnée à mes enfants, sur les conséquences que ça a pour eux. Je n'ai jamais, écoutez bien, je n'ai jamais forcé mes enfants à y aller ou à ne pas y aller. Je leur ai dit voilà, c'est très simple, voilà ce qui se passe, voilà ce que ça engendre, voilà le digital, voilà les réseaux sociaux. Et en fait, ils ont fait leur propre choix. Donc mon fils a commencé à avoir un portable à 12 ans, le premier.
Et en fait, il a commencé à observer ce qui se passait pour les autres. Il n'a pas dit, moi, comment je dois me positionner par rapport aux autres, mais qu'est-ce que les autres font avec tout ça. Et il a commencé à voir du harcèlement au collège. Il a commencé à voir que certains groupes n'étaient pas vraiment adaptés à ce que lui voulait. Donc, il a fait le choix de certains réseaux. D'accord ? Et je leur ai dit, voilà, tu as le choix. Par contre, effectivement, j'ai communiqué, j'ai enseigné, j'ai éduqué mes enfants au danger du déluge, distraction, démence. Voilà, j'ai informé sur les 4 dangers qu'on a vus tout à l'heure. Alors, vous n'étiez pas arrivés peut-être vous au fond, je les remets, c'est important. Voilà sur quoi je me suis appuyé pour mes enfants. Je les ai informés là-dessus. Je leur ai dit, voilà, ça craint pour votre cerveau. Parce qu'il y a trop d'informations, parce que les réseaux sociaux, ça crée aussi de la démence, il n'y a plus de communication. Bref, j'ai informé sur ces 4 dangers. Et ils ont fait leur choix. Je leur ai dit, par contre, le seul choix que j'ai, enfin, la seule obligation que j'ai donnée, c'est pas de portable avant le collège. T'en auras pas avant. Alors parfois, il est un peu frustré, mon petit là, de 8 ans, parce qu'il se dit, ouais, TikTok, les autres et tout. Bah ok, tu verras plus tard. Donc à la traîne, je vous garantis qu'ils ne le seront pas, parce que les cerveaux d'aujourd'hui, ils sont nés de numérique, donc ils vont s'adapter, ça c'est sûr qu'ils ne seront pas à la traîne. Mais non seulement ils ne seront pas à la traîne, mais en plus ils seront conscients de comment ils vont l'utiliser. Donc ça rentre vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution s'il n'y a pas de conscience. Mettez de la conscience dans le cerveau de vos enfants, et ça c'est super important. Maintenant, c'est encore une fois, pour répondre à la fin de la question, une distinction entre comment je génère l'envie et l'utilisation et comment je gère la frustration. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on va les frustrer si on les interdit. Je vous donne un exemple très bête, en analogie à cette question. J'ai un ami, il s'était dit, moi, mon fils, il ira jamais à McDo. Jamais. McDo interdit. Donc son fils a commencé à se dire, ouais, mais bon, mes potes, ils y vont, quoi. Interdit. McDo, c'est de la merde, tu iras jamais. Il y en a qui vont McDo ou pas? Ah, bravo. Ah, bravo. C'est quand même meilleur Burger King, hein, je veux pas dire, mais bon, bref. Ok, donc son fils, jusqu'à 15 ans, interdit. Et quand il est arrivé au lycée, eh ben, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? La frustration, qu'est-ce qu'elle a généré? Une hyperactivité, c'est-à-dire dans le cerveau, quand tu frustres quelqu'un et que tu mets la casserole, que tu mets du couvercle, bon ben, quand le lait sort, c'est encore pire. Donc en fait, ça crée une hyperactivité, et donc en fait, aujourd'hui, il est même plus capable de se passer de McDo, quoi. Parce qu'il est tellement allé manger d'un McDo qu'il a créé une hyperactivité. Donc il faut faire attention à la frustration, laisser la place à certaines choses, mais avec de la conscience. Je sais que c'est pas simple parce que ça revient à la question de tout à l'heure, qui était qu'il y a une pression sociale très forte, mais plus on va communiquer, plus on va éduquer, et plus en fait c'est en commun qu'on va commencer à dire attention, attention, pas trop vite quoi, on se calme, on a le temps pour les réseaux quoi. Ok ? Parce que samedi prochain là, qui vient là, j'ai une autre conférence dédiée qu'aux réseaux sociaux. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que notre cerveau social, il se fait extrêmement avoir avec les réseaux sociaux et qu'il y a des vrais problèmes d'estime de soi, de confiance en soi et autres. Donc, à la limite, il vaut mieux qu'il soit frustré que derrière, il ait des problèmes d'estime de soi ou de confiance en soi, quoi. Donc voilà, c'est la seule façon dont j'ai de répondre à la question, mais en tout cas, voilà, c'est de communiquer un maximum sur ces dangers-là pour que l'enfant puisse vraiment le faire avec conscience, quoi. C'est pas simple, ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un veut intervenir? Bon, mais écoutez, encore merci à Alexandre, qu'on va saluer une nouvelle fois. Et si vous restez avec nous cet après-midi, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, puis on verra également le numérique dans les armées, mais également dans la police. Vous avez le programme pour cet après-midi. La première conférence à 13h30 avec les réseaux sociaux, suivi des jeux vidéo. Merci d'être avec nous. Bonne visite du salon. Merci encore Alexandre.